Je m'appelle Thelma Wade, j'ai 26 ans. Et la semaine dernière, mon monde a basculé lors d'un dîner familial. Toute ma vie, j'ai été celle qu'on ne voit pas. Celle que mes parents ne remarquaient à peine à côté de ma sœur, la brillante influenceuse qui ne pouvait rien faire de travers. Ils la louaient toujours, la couchaient de compliments, lui donnaient tout, tandis que moi, j'étais juste là. Mais ce soir-là, ils sont allés trop loin. C'était un samedi, et nous étions tous réunis autour de la table à manger, la tension habituelle flottant dans l'air. Ma mère souriait, sa voix douce comme du miel, et dit « Ma chérie, ta sœur a besoin de ta chambre pour son studio de streaming. Il est temps de lui céder. » Je suis restée figée, ma fourchette en main, mon sanctuaire d'enfance. Mon seul espace sécurisé qui m'échappait. Avant que je puisse répondre, mon père frappa la table du poing. Son visage était impassible. « Sois d'accord ou sors de cette maison, rugit-il. » La pièce devint subitement silencieuse. Ma sœur esquissa un sourire, se calant comme si elle avait déjà gagné. Mon frère cadet se déplaça nerveusement, évitant mon regard. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu crier, lister chaque fois où il m'avait ignoré, chaque instant où il la choisissait elle plutôt que moi. Mais au lieu de cela, je souris lentement, délibérément, ce qui fit plisser les yeux de ma mère et contracter la mâchoire de mon père. Il ne savait pas ce qui les attendait. Il pensait qu'il pouvait me pousser comme toujours. Mais j'avais un plan, quelque chose qui allait bouleverser leur monde. Et il était seulement question de temps avant qu'ils ne le découvrent. Si tu te trouvais dans cette situation, que ferais-tu? Resterais-tu silencieux, riposterais-tu, ou sourirais-tu comme je l'ai fait? Commente ta réponse ci-dessous. J'aimerais savoir quel chemin tu choisirais. En grandissant à Richmond, j'ai toujours vécu dans l'ombre de ma sœur. Notre famille vivait dans une maison à 2 étages dans un quartier de classe moyenne, du genre d'endroit où tout le monde connaît les affaires des autres. Ma sœur Théa était la star du spectacle. Elle recherchait l'attention, posant toujours pour des photos, pratiquant ses sourires devant le miroir, rêvant de gloire. Mon père, un responsable de magasin qui avait le don de la gâter. Et ma mère, une employée de banque qui exauçait tous ses désirs, s'assurait qu'elle obtienne tout ce qu'elle voulait. De nouvelles robes pour les concours de talent, des cours de danse, même un projecteur pour ses performances dans sa chambre. Ils applaudissaient, souriaient, comme si elle était déjà sur une scène d'Hollywood. Pendant ce temps, mon frère cadet Ronald était le bébé de la famille. Il trottinait partout, les bras pleins de nouveaux jouets, voitures télécommandées, figurines d'action, tout ce que tu veux. Maman le prenait dans ses bras, en murmurant combien il était adorable, pendant que papa lui glissait des biscuits supplémentaires avant le dîner. Ronald ne pouvait rien faire de mal, chaque éclat de rire était un trésor. Il le montrait partout lors des réunions familiales, exhibant son charme, tandis que moi je restais assise, discrète, ignorée. J'étais différente. J'aimais les livres, ceux qui étaient épais, parlant de mathématiques, d'économie, tout ce qui avait des chiffres qui faisaient sens. Je passais des heures dans ma chambre à griffonner des équations ou à lire sur les investissements, rêvant d'un monde où je pourrais laisser ma propre empreinte. Mais pour maman et papa, mes passions étaient inutiles. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» soupirait ma mère, en jetant un œil au ruban de concours de ma sœur. Mon père était plus direct. « Ces livres ne te mèneront nulle part. » Ma chambre, avec ses étagères de manuels cornés et mon petit bureau où je cachais mes rêves, était mon sanctuaire. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, où je pouvais être moi-même sans leur jugement. Mais même cela n'était pas sacré. À 13 ans, j'ai commencé à travailler les week-ends dans une épicerie locale, à empaqueter les courses pour quelques dollars de l'heure. Je sauvais chaque centime, le cachant dans une boîte en métal sous mon lit, espérant acheter un ordinateur pour en savoir plus sur la finance. À 15 ans, j'avais presque 500 dollars durement gagnés, chaque centime étant le mien. Un jour, Théa est rentrée à la maison, enthousiaste à propos d'un concours de talent qui nécessitait une vidéo d'entrée sophistiquée. Les frais d'inscription étaient élevés et elle avait besoin d'une nouvelle caméra pour se démarquer. Sans un mot à mon intention, maman et papa ont vidé ma boîte en métal. Ils ont pris chaque dollar que j'avais économisé pour acheter à Tona une caméra vidéo dernier cri, avec un trépied. « C'est pour l'avenir de ta sœur », a dit papa, sans même me regarder. Tona rayonnait, déjà en train de se filmer en train de tourner dans le salon, tandis que moi je restais là, la poitrine serrée, mes rêves anéantis. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Astérisque, je suis retournée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et ouvert un autre livre. Ce moment a allumé un feu en moi. Je n'allais pas mendier leur approbation ni me battre pour leur attention. Je prouverais ma valeur à ma manière, selon mes propres termes. Chaque fois qu'ils louaient la dernière performance de Tona ou donnaient un autre jouet à Ronald, je m'enfouissais encore plus dans mes études. Les mathématiques devenaient mon échappatoire, les chiffres, ma rébellion. J'ai brillamment réussi chaque examen, resté tard à la bibliothèque, et m'ai appris des choses que mes professeurs ne pouvaient pas. Ma chambre était ma forteresse, où je construisais mes plans pour dépasser leurs attentes. Tania continuait de courir après les projecteurs.
Elle entraînait maman et papa à chaque concours de talent, à chaque pièce de théâtre scolaire, absorbant leurs acclamations. Ronald, encore petit, suivait, les poches pleines de bonbons qu'il lui achetait pour le rendre heureux. Moi, je restais sur la touche, le nez dans un livre, ignoré point un jour, lors d'un barbecue familial, un voisin m'a demandé ce que je voulais faire quand je serais grande. Avant que je puisse répondre, maman a ri et a dit « Oh, elle est juste dans ses chiffres ennuyeux. » Tona a ricané, jetant ses cheveux en arrière, pendant que papa changeait de sujet pour parler de sa dernière audition. J'ai mordu ma lèvre et me suis éloignée, jurant de leur montrer un jour. Ma chambre gardait mes secrets, des carnets remplis d'idées d'investissement, des livres de bibliothèque sur la finance et une détermination silencieuse qui devenait de plus en plus forte chaque fois qu'ils m'ignoraient. Je n'étais pas aussi flashy que Théa ou aussi choyée que Ronald, mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la concentration. Je savais que je trouverais un moyen de sortir de leur ombre, pas en quittant la maison, mais en construisant quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. Et je le ferai ici, à Richmond, dans la chambre qu'ils pensaient sans importance. Après le lycée, j'ai commencé à construire mon rêve ici même, à Richmond. Pendant que Théa poursuivait les projecteurs, moi je me tournais vers quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais, les chiffres. J'avais toujours aimé la façon dont ils s'imbriquaient, comment ils racontaient des histoires que personne d'autre ne pouvait voir. Alors je me suis lancée, déterminée à tracer mon propre chemin sans quitter la maison où j'avais grandi. Je passais des nuits blanches dans ma chambre, à parcourir les livres de bibliothèque sur la finance et les cours gratuits en ligne que je trouvais sur les stratégies d'investissement. Mon bureau est devenu un champ de bataille couvert de notes sur les actions, la gestion de budget et la gestion de patrimoine. Je n'étudiais pas simplement. J'étais obsédée. Quand ma mère passait et me voyait griffonner des équations, elle roulait des yeux. « Tu joues toujours avec tes chiffres, disait-elle, son ton imprégné de pitié. » Mon père était pire, marmonnant que je n'irais nulle part avec la tête enfouie dans les livres. Il pensait que les auditions de Tona et le charme de Ronald étaient l'avenir. Moi, je perdais mon temps. Mais je ne perdais pas mon temps. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver, restant éveillée jusqu'à l'aube pour perfectionner mes essais. Mes efforts ont payé lorsque j'ai obtenu une bourse complète pour une université locale à Richmond. J'ai étudié la finance, réussissant chaque cours, tout en travaillant les week-ends dans une petite entreprise financière du centre-ville. Le travail n'était pas glamour, classer des papiers, faire des calculs pour des clients, mais cela m'a appris comment les gens réels géraient leur argent. J'écoutais leurs rêves, leurs peurs, et j'ai appris à transformer les chiffres en solutions. Dès ma 2e année, je donnais des conseils informels à mes collègues, les aidant à budgétiser ou à investir de petites sommes. Ils me remerciaient, épatés par les résultats, tandis que ma famille n'en savait rien. Après l'université, je ne me suis pas arrêtée. J'ai vu une lacune à Richmond. Les gens avaient besoin de conseils financiers personnels, pas seulement de banques d'entreprise. Alors, j'ai créé ma propre entreprise de conseil depuis ma chambre d'enfance. J'ai construit un site web sur un ordinateur portable d'occasion en utilisant toutes les astuces que j'avais apprises pour le rendre professionnel. Mes premiers clients étaient des voisins, des propriétaires de petites entreprises et des retraités qui voulaient faire fructifier leurs économies. Je les rencontrais dans des cafés, décomposant des plans d'investissement complexes en étapes qu'ils pouvaient suivre. Le bouche à oreille a fait son effet, et bientôt, j'avais un flux constant de clients, allant des enseignants aux commerçants, tous me faisant confiance pour faire fructifier leur argent. En l'espace de 3 ans, mon entreprise rapportait des millions en revenus. J'avais créé une marque qui incarnait la confiance et les résultats, aidant des centaines de clients à bâtir leur richesse. Mais personne ne le saurait en me regardant. Je portais toujours les mêmes vêtements simples, conduisais une voiture d'occasion et continuais de vivre dans la maison de mes parents, dans cette même chambre avec mon vieux bureau et mes étagères de livres, astérisque je n'avais pas besoin de fanfaronner sur mon succès. Je savais ce que j'avais construit. Mon compte bancaire grossissait, mais je mettais de côté chaque dollar en prévision de quelque chose de plus grand, quelque chose que ma famille ne pouvait pas imaginer. Ils ne demandaient jamais des nouvelles de mon travail. Pour eux, j'étais toujours la gamine discrète qui ne deviendrait jamais rien. Pendant le dîner, Tania parlait de son dernier job de streaming, ses abonnés augmentant dans les milliers. Mon père hochait la tête fièrement tandis que ma mère s'extasiait sur les pitreries de Ronald au lycée, le qualifiant de notre petite star. Si je mentionnais mon travail, il changeait de sujet ou me lançait ce regard qui disait que j'étais une source de honte. « Tu fais toujours ces trucs avec les chiffres ?» avait demandé mon père un jour, à peine cachant son sourire en coin. Je hochais la tête, gardant mes victoires pour moi. Et il y avait des moments où je doutais de moi. Une nuit, après que Théa ait vanté un contrat de marque et que ma mère ait applaudi comme si elle venait de recevoir un Oscar, je me suis sentie insignifiante. Je suis restée dans ma chambre, fixant mes dossiers clients, me demandant si un jour on me verrait. C'est alors que Phyllis Coleman, mon amie de l'université, est intervenue. On s'était rencontrés dans un cours d'économie,
unis par notre amour des chiffres. Elle est venue chez moi, a vu le poids sur mes épaules et m'a dit, « Tu fais quelque chose de réel, Thelma. Ils ne comprennent pas, mais tu changes des vies. » Ces mots m'ont ramené, me rappelant pourquoi j'avais commencé. C'était la seule fois où j'avais eu besoin de ce genre de soutien, et Phyllis était là, sans poser de questions. J'ai continué, signant de plus en plus de clients, des médecins locaux, des petites start-up tech, tout en restant sous le radar. Mes parents pensaient que je peinais à joindre les deux bouts, peut-être que je travaillais dans un de ces jobs de bureau sans avenir. Ils ne savaient pas que j'avais payé mes prêts étudiants, épargné une fortune, et que je préparais déjà ma prochaine étape. Ma chambre, avec son sol grinçant et son papier peint défraîchi, était mon quartier général, ma preuve que je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. J'étais prête pour ce qui allait venir, même si eux ne l'étaient pas samedi dernier, je me suis assise à la table du dîner familial, sans savoir que tout allait changer. L'air était lourd de la conversation habituelle, les assiettes s'entrechoquaient alors qu'on se passait la purée de pommes de terre et le poulet rôti. Ma mère, toujours la chef d'orchestre de ces repas, avait ce regard dans les yeux, celui qui signifiait qu'elle s'apprêtait à poser une bombe. Mon père était assis à la tête de la table, sa posture raide, prêt à la soutenir. Ta scrollait sur son téléphone, probablement en train de vérifier son dernier nombre d'abonnés. Ronald jouait avec sa nourriture, son habituel sourire insouciant absent. J'ai pris une grande inspiration, espérant qu'une fois, nous pourrions simplement manger sans drame. Je me suis trompée point à mi-repas, ma mère posa sa fourchette et afficha un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Chérie, dit-elle, me fixant droit dans les yeux. On a parlé, et ta sœur a besoin de ta chambre pour son studio de live stream. Il est temps de la laisser. » Mon estomac se serra. Ma chambre n'était pas juste un espace. C'était mon refuge où j'avais passé des années à rêver, à étudier, à bâtir mon entreprise. Les murs portaient mes croquis d'enfance. Mes étagères ployaient sous les livres qui m'avaient façonné. Et mon bureau, c'était là que j'avais lancé une entreprise à millions de dollars. La CD pour les live streams de Théa, c'était comme effacer tout ce que j'étais. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais avant que je puisse dire un mot, le poing de mon père frappa la table, faisant vibrer les verres. « Ça n'est pas négociable, hurla-t-il. Sois d'accord pour céder la chambre où tu sors de cette famille. Il n'y a plus de place pour toi ici. » Sa voix résonna, tranchante et définitive, comme le marteau d'un juge. La pièce se figea. La fourchette de Ronald s'arrêta en plein vol, ses yeux passant de l'un à l'autre. Tonia se pencha en arrière, un sourire suffisant s'étendant sur son visage comme si elle venait de remporter un prix. « Allez, dit-elle, son ton imbibé de moquerie. Ton travail ennuyeux avec les finances n'a pas besoin d'une chambre entière. » « Quoi ? Tu as besoin de place pour trier des papiers ? Ce n'est pas comme si tu gagnais vraiment de l'argent. » Ces mots m'ont fait mal, mais ils n'étaient pas nouveaux. Tania avait toujours agi comme si mon travail était une blague. Un truc minuscule compara a esa brillante carrière de streamer. Elle se vantait de ses contrats de marque, de ses milliers d'abonnés, tandis que maman et papa hochaient la tête comme si elle était une superstar. Mon travail d'aider les gens à bâtir leur richesse, de transformer leurs rêves en réalité, était invisible pour eux, astérisque qu'ils ne savaient pas que j'avais construit une entreprise d'une valeur de millions, et je ne leur avais jamais rien dit. Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. Mais perdre ma chambre, mon ancrage pour l'ego de Tona, était une ligne que je ne pouvais pas supporter. J'ai regardé autour de la table, leur visage un mélange d'attente et d'indifférence. Le sourire de ma mère était tendu, attendant que je cède. Le regard de mon père me défiait de le défier. Le sourire de Tona était pratiquement un défi, son téléphone maintenant face contre la table, savourant le moment. Ronald, lui, était différent. Il se tortillait sur sa chaise, la mâchoire serrée comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Il ne participait pas, mais il ne me défendait pas non plus, il était juste coincé, pris dans la tension. J'aurais pu riposter. J'aurais pu énumérer tous les sacrifices que j'avais faits, chaque dollar que j'avais gagné, chaque client que j'avais aidé. J'aurais pu leur dire que mon travail soi-disant ennuyeux avait surpassé la gloire éphémère de Théa des centaines de fois. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis enfoncée dans ma chaise, j'ai pris une gorgée d'eau lente, et j'ai souri, un sourire calme et délibéré qui a fait froncer le sourcil de maman et rétrécir les yeux de papa. Le sourire de Tona a vacillé juste un instant, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. Ronald m'a jeté un regard, son expression indéchiffrable. Il s'attendait à ce que je craque, que je supplie de céder comme je l'avais toujours fait, mais je n'étais plus cette gamine. Le silence s'est allongé, lourd et inconfortable. Maman a toussé, essayant de reprendre le contrôle. « C'est pour la famille, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, comme si elle coaxait un enfant. La carrière de ta sœur d'école. Elle a besoin de l'espace pour briller. » Mon père a grogné en signe d'accord, les bras croisés. Théa a jeté ses cheveux, ajoutant « Ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important là-dedans. » J'ai continué à sourire, laissant leurs mots rebondir sur moi.
Ma chambre n'était pas qu'un espace. C'était là que je m'étais reconstruite, là où je leur avais prouvé qu'ils avaient tort sans prononcer un mot. Ils pensaient pouvoir l'apprendre, mais ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. J'ai repoussé mon assiette, mon sourire implacable. Finissons le dîner, dis-je, ma voix ferme. Maman a cligné des yeux, prise au dépourvu. Le regard de papa s'est approfondi, comme s'il avait envie de se battre, mais un combat que je ne lui offrirais pas. Tania a roulé des yeux, reprenant son téléphone, me rejetant. Ronald n'a fait que fixer son assiette, ses doigts tapotant nerveusement. Il ne le savait pas, mais j'avais déjà fait mon choix. JNLSNI Argumenter and I Supplier. J'avais un plan qui allait bouleverser leur monde, et j'étais prête à le mettre en œuvre. Cela a commencé le jour après ce dîner catastrophique. J'avais passé des années à économiser, mon compte bancaire bien gonflé grâce à mon entreprise de conseil, mais j'avais gardé tout cela discret, vivant simplement dans la maison de mes parents. Leur demande de céder ma chambre, mon sanctuaire, a allumé une étincelle. Je n'allais pas simplement partir. J'allais faire une déclaration. J'ai appelé Hélène Fischer, l'agent immobilier avec qui je travaillais depuis des mois, cherchant des propriétés en secret. Hélène, ai-je dit, je veux cette maison en face de la rue. Fermons-la maintenant. Elle n'a pas hésité. C'est à toi, m'a-t-elle répondu, sa voix pétillant d'excitation au téléphone. D'ici vendredi, les papiers étaient signés. Le paiement effectué, et je tenais l'acte de propriété d'une maison qui criait tout ce que ma famille n'avait jamais cru que je pourrais accomplir. Je les ai invités dimanche. Pas chez moi, mais dans notre café familial habituel chez eux. Ils pensaient que c'était juste une autre occasion de me mettre la pression sur la chambre. Ma mère m'a accueilli avec ce même sourire forcé, en disant « As-tu réfléchi à ce que nous avons discuté ?» Mon père a grogné, déjà impatient. Tona était affalée sur le canapé, scannant son téléphone tandis que Ronald était assis tranquillement, ses yeux se fixant sur moi, comme s'il sentait que quelque chose arrivait. J'ai pris une gorgée de café, posé la tasse et dit « J'ai pris ma décision. Je déménage dans la maison en face de la rue. » Leurs mâchoires se sont décrochées. Le sourire de maman a disparu, remplacé par un clignement d'yeux confus. La tasse de café de papa s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Le téléphone de Tona a glissé de ses mains, tombant au sol avec un bruit sourd. Ronald s'est penché en avant, son front froncé comme s'il essayait de comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire par « en face de la rue » a finalement aboyé mon père, sa voix pleine de doute. J'ai sorti l'acte de propriété, le faisant glisser sur la table. Je l'ai acheté, payé en entier en liquide. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai continué. Oh, et ce travail ennuyeux avec les finances que vous vous êtes tous moqués. Astérisque, ce n'est pas un travail. C'est mon entreprise. Je dirige une société de conseil en finances personnelles depuis des années. Elle vaut des millions. La pièce est devenue silencieuse. Ce genre de silence qui semble retenir son souffle. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent, se dirigeant vers l'acte de propriété comme si c'était une ruse. Le visage de mon père devint rouge, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Tona, pour une fois, était sans voix, son sourire habituel disparut. Ronald fixait simplement, son expression passant du choc à quelque chose de plus doux, comme une prise de conscience. C'est à ce moment-là qu'Hélène a appelé, comme si c'était prévu. Je l'ai mise en haut-parleur. « Félicitations, Thelma, dit-elle, sa voix lumineuse. La maison est officiellement à toi. » C'était l'une des transactions en liquide les plus rapides que j'ai jamais vues. Je la remerciai, raccrochai, et laissai les mots s'imprégner. Le scepticisme de ma famille était palpable. Maman fut la première à rompre le silence. « Comment ? Comment as-tu pu te permettre ça ?» balbutia-t-elle, sa voix un mélange d'admiration et de suspicion. Mon père intervint, se penchant en avant. « D'où vient cet argent ? Tu vivais ici à peine, luttant pour joindre les deux bouts. » Théa, retrouvant son aplomb, ricana. « Des millions. » « Ouais, bien sûr. Tu inventes tout ça. » Mais sa voix trembla, trahissant son doute. « Je n'ai pas bronché. Croyez ce que vous voulez, dis-je, mon ton calme mais ferme. J'ai construit une entreprise qui aide les gens à gérer leurs richesses. J'ai des clients à travers Richemont, des médecins, des propriétaires d'entreprises, des retraités. Je n'avais pas besoin de me vanter. Je me suis levée, prenant l'acte de propriété. Je déménage, mais je ne vais pas loin. Vous me verrez tous les jours, juste de l'autre côté de la rue. » C'est alors qu'ils ont commencé à paniquer. Le ton de ma mère a soudainement changé. « Chérie, on ne voulait pas te pousser à partir. Parlons-en. Peut-être qu'on peut trouver un compromis. » Mon père hocha la tête, sa rudesse disparut. « Ouais, tu n'as pas besoin de partir. Nous sommes une famille. » Théa, toujours l'opportuniste, intervint. « Alors, combien tu gagnes ? Peut-être que je pourrais utiliser un peu de ça pour ma chaîne. » Ses yeux brillaient, déjà en train de calculer. Ronald est resté silencieux, mais je l'ai vu me regarder différemment, comme s'il me voyait pour la première fois. Il y avait une lueur de culpabilité dans ses yeux,
comme s'ils commençaient à remettre en question la façon dont ils m'avaient toujours traité. J'ai secoué la tête, me reculant. Ce n'est pas à propos de vous, leur dis-je. J'en ai fini d'être invisible. Je déménage dans ma maison, et je ne suis pas là pour financer qui que ce soit. Le visage de ma mère se décomposa. La mâchoire de mon père se serra. Les yeux de Tonia se rétrécirent, comme si elle préparait déjà sa prochaine manœuvre. Ronald, cependant, fit un petit signe de tête, comme s'il comprenait. Je suis sorti, les laissant dans leur silence stupéfait, et traversai la rue vers ma nouvelle maison. Les cartons étaient déjà emballés, mes livres, mon bureau, ma vie. Prête à laisser derrière la maison de mes parents. Quelques semaines plus tard, je regardais ma maison de l'autre côté de la rue, observant tout s'effondrer. Depuis mon perron, je pouvais voir les fissures se former, pas dans les murs, mais dans leur monde. Je m'étais installé dans ma nouvelle maison, celle que j'avais achetée en entier. Et chaque matin, je sortais, faisais un signe de la main et poursuivais ma journée. Ce geste simple, un léger mouvement de ma main, semblait les hanter, un rappel silencieux des années pendant lesquelles il m'avait ignoré. Cela a commencé avec Théa. Sa carrière de streamer, une fois son ticket d'or s'est effondré sous le poids de ses propres choix. Elle s'était laissée prendre au jeu de l'addiction aux paris en ligne, attirée par des applications de paris flashy promettant des gains rapides. Au début, elle a caché cela, postant ses vidéos glamour habituelles pour maintenir les apparences. Mais les dettes se sont accumulées, des centaines de milliers de dollars, bien plus que ses contrats de sponsoring ne pouvaient couvrir. Puis vint le scandale. Une rivale streamer a exposé son habitude de jeu, divulguant des captures d'écran de ses paris et de ses dettes. L'Internet s'est retourné contre elle du jour au lendemain. Ses abonnés ont chuté, les sponsors se sont retirés. Et son image soigneusement construite s'est effondrée. Elle restait sur le porche de mes parents, fixant son téléphone, son visage pâle comme si elle voyait ses rêves disparaître en temps réel. Mes parents, désespérés de sauver leur star, sont intervenus. Mon père, toujours prompt à réparer les bêtises de Tania, et ma mère, incapable de lâcher sa fierté pour elle, ont pris une décision drastique. Ils ont mis en vente leur maison, celle dans laquelle j'avais grandi. Elle s'est vendue rapidement, mais pas à un prix suffisant. Ils ont rassemblé chaque centime pour payer les créanciers de Tania, ne leur laissant que juste assez pour louer un appartement exigu à la périphérie de Richmond. Astérisque, je passais parfois devant leur ancienne maison, la voyant vide, un panneau « vendu » planté dans le jardin. Ils avaient échangé leur stabilité contre les erreurs de Tona. Et maintenant, ils recommençaient dans un endroit où à peine leurs meubles tenaient. Ronald était différent. Il avait toujours été le bébé, gâté de jouets et d'attention. Mais quelque chose avait changé après que j'ai révélé mon succès. Un soir, il est venu frapper à ma porte, son sourire habituel disparu. « Je suis désolé, dit-il, sa voix basse, presque brisée. Je n'avais jamais réalisé à quel point on a été injuste avec toi. » Il admit qu'il avait été aveugle à la manière dont maman et papa favorisaient Tania, comment ils avaient ignoré mes réalisations. Ça l'a frappé de plein fouet de voir leur maison vendue, la carrière de Tania en ruine, et moi debout de l'autre côté de la rue. Il a dit qu'il en avait fini avec les dépenses imprudentes, les vêtements de créateur, les fêtes. « Je m'inscris au collège communautaire », m'a-t-il dit, les yeux fixes. « Je veux étudier le génie. Faire quelque chose de moi. » J'ai hoché la tête, ne lui pardonnant pas immédiatement, mais respectant le changement. Il est parti, les épaules redressées, comme s'il était enfin prêt à grandir. Chaque matin, je montais sur mon perron, un café à la main, et je saluais l'ancienne maison de mes parents. Même après leur déménagement, je gardais l'habitude. Un petit coup de pinceau silencieux sur les années où ils m'avaient mise de côté. Parfois, je voyais Tona visiter leur nouvel appartement, la tête baissée, ne portant plus l'aura de l'influenceuse radieuse qu'elle avait été. Maman et papa appelaient, laissant des messages vocaux à propos de retrouver le contact ou de l'unité familiale. Mais je gardais mes distances. Leur soudain intérêt semblait creux, lié à mon compte en banque plutôt qu'à un véritable regret. Je n'étais pas cruelle. Je répondais à leurs appels, restais civilisée, mais je n'étais pas leur distributeur automatique. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils vivaient avec point. Entre-temps, je m'installais dans ma nouvelle vie. Phyllis est venue m'aider à organiser une fête de crémaillère. Elle n'était pas là pour me soutenir émotionnellement cette fois, juste pour m'aider avec la logistique, choisir les décorations, organiser la liste des invités. Nous avons invité mes clients, des voisins et quelques anciens camarades de classe, remplissant ma nouvelle maison de rire et de musique. Phyllis s'activait, installant des tables et plaisantant sur mon goût pour le vin raffiné. « Tu vis vraiment le rêve maintenant », dit-elle, souriant en arrangeant un plateau d'amuse-bouche. La fête était une célébration, pas seulement de la maison, mais de tout ce que j'avais construit à mes propres conditions. Au fil des semaines, j'ai regardé ma famille se défaire de loin. Tonia a pris un travail dans un centre commercial local, ses jours de streaming révolus, sa confiance remplacée par une résignation silencieuse. Maman et papa se sont adaptés à leur nouvelle vie.
Leur voix était teintée de rancœur lorsqu'ils parlaient de moi. Ils s'arrêtaient, parfois se tenant maladroitement sur mon perron, posant des questions vagues sur mon entreprise. « Tu vas si bien », disait maman, son sourire forcé. Mon père hochait la tête, ajoutant « On est fiers de toi ». Mais les mots semblaient être une pensée après coup. Je les remerciais, gardais la conversation courte, et les envoyais. Ils n'avaient pas le droit de réécrire le passé simplement parce que j'avais réussi. Ronald était le seul qui semblait vraiment avoir changé. Il m'envoyait des mises à jour sur ses cours, de petites victoires comme réussir un examen de maths ou décrocher un travail à temps partiel. « J'essaie d'être meilleur », m'écrivait-il un jour. Et je le croyais. Il n'était pas parfait, mais il faisait des efforts. Et c'était plus que ce que je pouvais dire pour les autres. Je lui répondais en l'encourageant, en gardant la porte ouverte, mais pas assez grande pour qu'il puisse revenir dans ma vie sans le mériter. Depuis mon perron, je regardais leur ancienne maison, maintenant occupée par une nouvelle famille, et je ressentais un étrange mélange de paix et de résolution. Je m'étais prouvé, non seulement à eux, mais à moi-même. Leur chute n'était pas de ma faute, mais c'était une conséquence de leur choix. Et je n'avais pas fini de construire mon futur. J'ai construit une vie à Richmond qui est la mienne, libérée des ombres des attentes de ma famille. J'ai fait un choix d'aider Ronald en lui envoyant de l'argent pour ses frais de scolarité après qu'il ait montré un véritable effort pour changer. Il m'envoie des mises à jour, reconnaissant, et je suis heureuse de le voir grandir. Mais j'ai tracé une ligne ferme avec Théa, mon père et ma mère. Leurs appels restent sans réponse désormais. Leurs tentatives de renouer sont ignorées. Je ne suis pas là pour réparer leurs erreurs ni alimenter leurs regrets, qu'ils ont choisi de m'ignorer pendant des années, et j'ai choisi d'aller de l'avant sans eux. Le week-end dernier, j'ai invité Phyllis et un groupe d'amis chez moi pour une célébration. Le salon bourdonnait de bavardages, la cuisine était remplie de l'odeur de la nourriture maison et des rires. Phyllis, toujours le centre de la fête, leva son verre et porta un toast à mon parcours. À Thelma, qui a construit ça à partir de rien, s'écria-t-elle, et mes amis applaudirent leur soutien, un contraste frappant avec la famille que j'avais laissée derrière. Nous avons dansé, partagé des histoires et planifié l'avenir. Ma maison n'était plus simplement un bâtiment, mais un symbole de mon indépendance. En regardant en arrière, j'ai appris que l'autonomie est ma plus grande force. Le favoritisme de ma famille envers Tonya a conduit à leur ruine financière et à une chute sociale, une leçon sévère sur le prix du parti pris. J'ai réalisé que ma valeur ne dépend pas de leur approbation. Elle vient du travail que j'ai accompli, des vies que j'ai changées et de la maison que j'ai construite. On n'a pas besoin de la validation d'une famille pour briller. On a besoin de sa propre détermination. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti ignoré ou sous-estimé, j'espère que cela vous inspirera à continuer d'avancer. Partagez vos propres expériences dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez surmonté l'ignorance. Votre histoire compte tout autant que la mienne.